8h00 dans le studio de Christ Radio, nous sommes le 8 juillet 2021 et nous sommes toujours dans notre réflexion sur la soumission, l'éducation, la famille, la femme, l'homme. Et nous attendons MC qui a dû avoir un petit problème de taxi sans doute puisqu'elle est absente pour le moment, mais elle va arriver dans quelques minutes. Et je vous annonce d'abord donc que de vendredi soir à 21h, donc, il y aura une nouvelle émission sur la 100.3, animée par notre sœur Laurence. Une émission qui est au cœur de la vie, au cœur de quelque chose comme ça, là, où chacun pourra s'exprimer, je crois, pour essayer de dire ses difficultés, ses problèmes, ses joies, ses peines. Et donc, vendredi soir, 21h, donc première émission, avec Laurence. Donc, n'hésitez pas à être connectés. Comme tous les mercredis soirs, 19h, et tous les samedis soirs, 19h, nous sommes avec notre sœur Laurence pour un temps de prière et d'intercession. Les autres jours de la semaine, vous les connaissez, c'est le Père et Marie habituellement qui intervient. On a eu la chance cette semaine d'avoir le Père Jean-Benoît lundi. On était avec MC mardi. On va être avec MC aujourd'hui. Sinon, en dehors de ça, on continue à étudier notre épître aux Éphésiens, dans laquelle on entre progressivement et tranquillement. Tous ces enseignements-là, je vous rappelle, vous pouvez les retrouver sur YouTube, Père Hervé Marie Igna, H-I-G-N-A-R-D, ou alors sur Facebook, Christ Radio, Église catholique. Alors, moi, ce qui m'a plu dans cet enseignement qui nous a été donné par MC ici à la radio, c'est essayer de comprendre la soumission. Femmes, soyez soumises à vos maris. En comprenant que la soumission ne peut être intéressante qu'à partir du moment où tu es soumis à quelqu'un. Et c'est en fonction de ce quelqu'un que la soumission est possible ou pas. Je ne suis pas soumis au diable. Le diable n'a aucune autorité sur moi. Il a certains pouvoirs. Oui, Dieu lui a donné certains pouvoirs. Il peut me nuire d'une manière ou d'une autre, si je ne suis pas bien protégé par Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je crois que la différence entre autorité et pouvoir est très importante. Et dès qu'une personne a autorité sur moi, et je reconnais qu'une personne a autorité quand, à partir du moment où la personne qui parle est une personne qui m'édifie, qui me permet de grandir. Et une autorité, l'autorité c'est quelque chose de naturel. Le pouvoir c'est étatique, c'est formel. On te nomme commandant, commissaire, tu as un pouvoir. Sur la ville de Yaoundé, sur la ville de Douala, tu es général, c'est un pouvoir. Et normalement, c'est vrai que le pouvoir devrait être une autorité, mais il faut bien faire la distinction entre les deux. Et l'autorité, un homme malhonnête, même s'il est général, n'a aucune autorité sur moi. Le président de la République, Macron, n'a aucune autorité sur moi. Il n'a aucune autorité, il a un pouvoir. C'est le pouvoir, c'est le premier des Français, donc en tant que Français, je dois être soumis à la République française. Même si je suis contre l'avortement, même si je suis contre l'homosexualité, même si je suis contre certaines choses qui m'horripilent, pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Et donc, il y a un pouvoir qui existe, et c'est normal que le gouvernement puisse, avec son pouvoir, donc c'est pour ça qu'il y a une armée, c'est pour ça qu'il y a des militaires, c'est pour ça qu'il y a des gendarmes, et faire que ce n'est pas parce que le Père et Marie est contre Macron que je dois désobéir à la République française. Et si je désobéis à la République française, le pouvoir français va me punir. Mais c'est pour ça que l'autorité, c'est, je trouve autour de moi des personnes que je trouve sages. Et ces personnes que je trouve sages, naturellement, du fait de leur sagesse et du fait qu'ils m'apportent quelque chose, ont une autorité, je veux dire, naturelle sur moi, que je leur donne par moi-même. Je veux dire, le pouvoir m'est imposé, l'autorité, c'est moi qui la donne. Et c'est pour ça donc que c'est vrai que c'est un petit peu délicat peut-être, forcément, donc un père et une mère a autorité sur son enfant. Et le père et la mère ont autorité sur leur enfant à partir du moment où le père et la mère cherchent le bien de leur enfant. C'est pour ça que le jour où un père et une mère ne cherchent plus le bien de leur enfant, forcément, c'est qu'ils ne vont plus avoir une autorité qu'ils vont exercer, mais un pouvoir. Et leur autorité et le pouvoir sont liés. Le pouvoir n'est pas forcément mauvais. Donc, mais l'autorité, je peux être soumis à quelqu'un qui a autorité sur moi, oui. Quelqu'un qui a autorité sur moi, forcément, je serai facilement son disciple, je serai facilement soumis. Et c'est pour ça que la soumission, à partir du moment où elle est faite à quelqu'un qui a autorité, il n'y a plus de souci. Et MC qui vient d'arriver dans le studio, on lui dit bonjour. Et MC nous avait pris le passage dans Actes chapitre 3 et 4, où on voit deux fois d'ailleurs, ou 4 et 5, je ne sais plus, on voit deux fois Pierre, notamment une fois aussi avec Jean. On les a pris, on les a punis, on les a même bastonnés, si mes souvenirs sont bons.
Et on leur a dit, ne parlez plus du nom de Jésus-Christ. Et ils ont répondu, nous ne pouvons pas, nous, obéir à ce que vous nous demandez, parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et on voit bien donc, y a l'autorité de Dieu sur Pierre et Jean, qui est là par rapport à ce pouvoir qui lui était mauvais, et qui empêchait donc Paul et Jean de pouvoir s'exprimer, Pierre et Jean de pouvoir s'exprimer librement par rapport à leur foi chrétienne. Et donc, avec tout ce qu'on avait vu donc, sur pouvoir, autorité, soumission, on avait vu que la femme soit soumise à son mari, comme l'homme d'ailleurs est soumis à son Dieu. Et forcément, dans toutes les Saintes Écritures, on voit comment dans Romains chapitre 13, Dieu a voulu l'autorité. L'autorité vient de Dieu. Alors la manière d'exercer l'autorité peut ne pas venir de Dieu. Adolf Hitler a exercé une autorité qui ne venait pas de Dieu. Mais normalement, l'autorité vient de Dieu. Et à partir du moment où Dieu a voulu l'autorité, il y a une autorité dans un pays, il y a un président de la République, dans l'église, il y a le pape, ensuite il y a les évêques, ensuite il y a le prêtre qui est le curé de la paroisse, il y a le vicaire, il y a des autorités partout. Dans le ministère de l'Éducation, il y a le ministre de l'Éducation qui est là, ensuite vous avez les proviseurs, vous avez les censeurs, vous avez les chefs de classe, il y a une autorité. L'autorité existe partout. Et l'autorité est une chose qui est bonne. Être soumis à une autorité, c'est quelque chose qui est bien. Alors on a vu comment la femme doit être soumise à son mari, et on voit comment les enfants, on leur dit, soumettez-vous à vos parents. Et donc maintenant que MC est arrivé, eh bien je lui donne la parole. Alors MC, c'est comment? Les taxis, les difficultés Quelques difficultés à cause des travaux qui sont en train de faire. Voilà. J'ai eu la grâce, une moto est venue me chercher spécialement. Écoute, voilà, nous sommes là et comme le Père a dit, il a déjà bien rappelé, n'est-ce pas, le thème en question et comment nous l'avons abordé. Et maintenant, nous sommes dans la soumission des enfants aux parents. Je crois que nous avions déjà, nous sommes un peu apaisantis sur ce volet-là. Pourquoi est-ce qu'il devrait être soumis? Le Père l'a rappelé, parce que par obéissance à Dieu et par rapport à notre bien, le propre bien que nous tirons de notre propre soumission à Dieu et aux autorités qui nous sont, auxquelles, sous l'autorité desquelles nous vivons. Et voilà. Alors, quand je suis rentrée à la maison chez les auditeurs, mon père, je me suis dit, en fait, pourquoi même les enfants auraient, parlons au conditionnel, auraient des problèmes d'insoumission? Pourquoi est-ce que la tendance qu'on observe aujourd'hui est un peu à l'insoumission? Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas que tous les enfants soient dans l'insoumission. Non, non. Mais de manière générale, on observe quand même qu'il y a les enfants ont du mal vraiment à se soumettre à leurs parents. Alors j'essaie de comprendre pourquoi, quand on essaie de comprendre pourquoi, et peut-être avec ça on pourrait donner quelques pistes de solutions. Et pourquoi? Mon père, vous avez une petite idée? Je ne sais pas. Pourquoi? Mais moi, je me souviens, c'est mon frère aîné. Mon frère aîné me disait toujours là que chaque génération dit que les enfants sont moins bien élevés que celles d'avant. Donc, mais il me dit, mais depuis des siècles et des siècles et des siècles, les hommes existent sur la Terre, ça veut dire qu'aujourd'hui, les enfants doivent être encore beaucoup plus délinquants qu'avant. Alors, dans quelle mesure, c'est exact, mais quelque part, on a vraiment l'impression que c'est ça, non? Parce que nous, on a l'impression comme qu'on est plus sages que nos fils d'aujourd'hui. Et les parents ont toujours l'impression qu'ils sont plus sages que leurs enfants. C'est bizarre, c'est des choses qu'on répète constamment. Mais moi, la raison, moi, je ne sais pas trop, je te laisse t'exprimer. Bon, enfin, je ne sais pas, on essaie de voir ensemble, vous, chers auditeurs, on essaie de voir. Moi, j'essaie de voir, parce que le conflit des générations, ça a toujours existé, non? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait provoquer, ou alors qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'un enfant soit désobéissant à son parent, à sa mère, à son père? C'est-à-dire que je dis non à ce que le papa voulait que je fasse. Bon. Et on a parlé l'autre jour des âges. Tout petit, il y a un âge qu'on appelle l'âge infernal, non? On ne parle pas de ça, on ne va pas parler, parce que c'est tout à fait ça, c'est un peu normal. Un enfant à l'âge infernal, c'est 3-4 ans. On observe que l'enfant, quand tu vas lui dire quelque chose, non, il se croise les bras comme ça. Il dit non. Ça, c'est l'âge infernal, on ne parle pas de cet âge. Mais à partir de l'adolescence, et étant adulte, comme moi, non,
Je suis là. Il y a des gens qui ont mon âge, qui ont encore leurs parents. Qu'est-ce qui fait qu'en certain moment, je puisse désobéir à mon père? Nous avons quand même déjà enclenché l'autre jour en donnant les limites de l'obéissance, jusqu'où peut aller mon obéissance à mes parents ou non à l'autorité à laquelle je suis soumise. Mais je crois qu'il y a beaucoup de facteurs. Et je crois que nous allons essayer de voir ça là maintenant, mon père, parce que essayer de répondre à cette question, c'est de voir en fait en quoi nous, parents, nous héritons également nos enfants. Hein, mon père? Ça, on peut de voir ça, comme si on essaie de voir. Parce que ça peut aussi expliquer beaucoup de choses. Hein. Si moi, je passe tout le temps à hériter, encore faut-il savoir maintenant ce que nous voulons dire par hériter. Donc, si je suis le genre de parent qui hérite souvent son enfant, ça va provoquer la désobéissance, ça va provoquer aussi, ça va dire une réaction de mon enfant. Et la désobéissance, je ne dis pas que tout s'explique par là, mais ça peut être une cause également de désobéissance. Bon, nous avons également les mauvaises compagnies, nous avons dit l'autre jour, parce que la loi du groupe a tendance à prévaloir sur l'éducation que moi, parent, je donne à mon enfant. Quand il se retrouve dans un groupe, et les défis du groupe et tout ce que nous avons, surtout à l'âge de l'adolescence, où on veut également affirmer sa personnalité. Ce nom-là que l'enfant avait, n'est-ce pas, à 3 ans, 4 ans, va se vivre de manière un peu plus exacerbée chez les autres qui ont une puberté extravertie. Franchement, ce n'est pas difficile. Donc, il y aura un conflit à ce moment-là. Ça va être difficile de part et d'autre. Aussi bien du côté de l'enfant que du parent, parce qu'il faudra gérer tout ça. Et comment? Peut-être, ça peut aussi expliquer certains désastres que nous faisons. Moi y compris, parce que franchement, ayant des enfants, je suis bien placé pour savoir les erreurs que j'ai commises, moi, pensant faire du bien, et qui ont provoqué plutôt également soit la désobéissance, soit, bon, on va voir tout à l'heure, je mets le point pour qu'on voit. Donc, mon père, dans le verset 6 là, nous sommes toujours dans Éphésiens 6, hein, chers auditeurs, et nous abordons maintenant le verset 4. Je vous le lis, si vous le permettez. Alors, et vous, pères, ne soyez pas énervants avec vos enfants. Ça, c'est la version du peuple, de la Bible des peuples, que j'aime. C'est bien dit. Ne soyez pas énervants avec vos enfants, mais éduquez-les avec des corrections et remontrances inspirées du Seigneur. Bon, mon père, de ce verset, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir? Qu'on ne doit pas être énervant, ce que nous ne devons pas faire, ne pas énerver l'enfant. Mais cependant, il nous est permis de les éduquer en les corrigeant. Donc, on ne doit pas énerver l'enfant. Mais dans notre éducation, c'est-à-dire la transmission des valeurs dont il aura besoin, n'est-ce pas, pour faire de lui un homme, un futur responsable de demain, hein, cette éducation n'exclut pas les corrections. Je crois que c'est comme ça, non, mon père? Et remontrance inspirée du Seigneur. Voilà où le bas blesse. Inspiré du Seigneur. Alors, on va essayer de comprendre mieux cette affaire-là. Mais commençons, toujours, moi j'aime bien le dictionnaire, parce qu'il faut toujours comprendre le sens des mots. Parfois, et le dictionnaire nous aide beaucoup à comprendre. Irriter, moi j'ai essayé de voir ce que ça veut dire dans le dictionnaire-là. Et franchement, c'est très intéressant. Voilà ce qu'il dit. Irriter, c'est mettre quelqu'un en colère. Énervé, c'est ce terme-là qu'on a retrouvé, qui est dit ici. Alors, mettre en colère quelqu'un et l'énerver, mettre quelqu'un dans de mauvaises dispositions. Hein? Voilà. Et les synonymes ne sont pas moins intéressants. Hein? Ils disent courroucer quelqu'un, hein? Exaspérer quelqu'un, l'amener à s'emporter, à pester, comme vous dites, je peste après quelqu'un. Donc, ils sont nombreux les comment on dit, les synonymes, mais ça amenait quelqu'un, n'est-ce pas, à avoir de mauvaises dispositions vis-à-vis de vous pour quelque chose. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'il dit ici.
qu'on ne doit pas énerver. En quoi alors peut-on énerver l'enfant au point de l'amener à fulminer, à pester après nous, à dire que vraiment la mère là, moi je veux plus vraiment la mère là, vraiment nos parents là, qu'est-ce qui peut amener ça? Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Moi j'ai essayé de voir mon père, je ne sais pas, bon, on va voir, on essaie de voir ensemble, non? Il y a, je dirais, il y a d'abord que l'exercice de l'autorité, c'est-à-dire on abuse un peu trop de notre autorité. Il y a l'autoritarisme du parent, quelque part. Pourquoi je dis ça? Parce que l'autoritarisme veut dire on ne cherche pas à comprendre l'enfant, surtout à l'âge de la, prenons un peu l'âge de la puberté là. C'est des erreurs que moi j'ai faites aussi. Parce qu'on ne sait pas de comprendre déjà ce qu'est la puberté. Je crois qu'il y a, bon, mettons plutôt l'ignorance. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe chez l'enfant qui atteint l'âge pubère. On ne prend pas conscience des changements qui sont en train de s'effectuer dans cet enfant, sur tous les plans, et qui provoquent également, disons, une instabilité même au plan psychologique de cet enfant. Parce qu'il est en train de vivre physiquement certains changements, et il n'arrive même pas, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il sort de l'enfance et il entre dans l'adolescence. Et il voit son corps se transformer. Bon, lui-même, il a des questions qui se posent, qui n'ont pas de réponse. Et avec les hormones et tout ça, c'est comme une femme, nous les femmes, nous le savons bien, à l'approche des menstrues. Nous sommes un peu irritables, il y a une instabilité là, au plan psychologique et tout, à cause de ceci. C'est à peu près la même chose, transposons ça chez les enfants. L'enfant va vivre un peu ces changements-là. Quelque part, ce sont des désordres physiques et même physiologiques qu'il faut gérer. L'enfant est déjà confronté à ça. Donc, ça va se manifester, chez d'autres, ça va se manifester de manière beaucoup plus, disons, accrue, non? Chez d'autres, les pubertés vont être, ça va être tranquille. Mais chez d'autres, ça va être exacerbé. Donc, l'enfant est déjà en face de ses propres défis. Il faut maintenant que lui aussi, il gère les incompréhensions de son père ou de sa mère pendant que lui, il est en train de vivre ses difficultés. Ça va se faire comment? Et si, à ce moment-là, le parent qui vient seulement pour imposer des choses, qui n'arrive même pas à comprendre le changement, qui ne voudrait même pas dialoguer, qui se ferme, qu'est-ce qui va arriver? Ça va provoquer des choses. Ça va provoquer des choses. À ce moment-là, on va voir, c'est cette période-là où les enfants sont plus portés à la désobéissance. Et ils vont plus écouter les voix de dehors. Parce que là-bas, c'est à peu près les mêmes tranches d'âge. Ils communiquent, ils dialoguent entre eux, ils peuvent échanger. Parce qu'ils ont des choses à dire, ils veulent communiquer. Mais ne trouvant pas en face des personnes, les parents, qu'on devrait être une voix attentive, une voix réceptive, à les comprendre. Alors, ils vont trouver, là-bas dehors, une voix réceptive. Je me dis que ça peut expliquer également non seulement la désobéissance, mais ce que nous sommes en train de dire. Voilà une manière d'irriter les enfants. Parce qu'il ne va pas trouver une porte ouverte. Il a envie de communiquer. Et vous voulez qu'il aille où? Et puis, quand il vient même, je prends un cas. Voilà, je dis à mon enfant, ok, moi, il ne faudrait pas rentrer tard à la maison. Voilà. Lui, il se dit que quand il va rentrer à la maison, là, lui, il a ses petits amis, ils ont fini. Bon, quelqu'un peut quand même un peu, il peut quand même traîner un tout petit peu. Quand il arrive à la maison, là, qu'est-ce qu'il va trouver là-bas? Moi, je t'ai dit que ici, là, passer cette heure si tu ne rentres pas. J'étais comme ça, hein. C'est-à-dire sec. Bon, tu ne sais même pas un peu de comprendre pourquoi il a même tardé. Parce que si j'essaie de comprendre quand même, il va m'expliquer ces choses. Mais quand j'agis comme ça avec moi, j'ai dit, ce sont les règles que j'ai établies ici dans ma maison. Tant que tu es encore... Donc, rappelez tout le temps à l'enfant que tant que tu es ici à la maison, tu dois t'assurer. C'est vrai, mais la manière de le dire, le moment de le dire, est-ce que c'est ça?
Et ça va mal disposer l'enfant. Non seulement, quand il est mal disposé, il se ferme maintenant. Même si tu voulais encore poser une question et tu se dis, parler. Comme on dit chez nous, à l'aise on dit, bon, moi j'attends ça sur ma peau. Ouais. C'est-à-dire que tu parles comme tu veux. Moi, ça ne me dit plus rien. Moi, je me suis déjà fait une idée sur toi, mon père ou ma mère. Vraiment, je te barre. Moi, j'ai mes amis. Je fais comme je veux. Et tout commence. Mon père, vous avez peut-être quelque chose à dire, je ne sais pas. Non, c'est vrai, on avait parlé un petit peu, je crois, l'autre jour du conflit de génération, non? C'est vrai que bon, quand il m'arrivait faire la catéchèse dans le lycée et collège, j'aimais beaucoup prendre un exemple en disant que quand une femme accouche un enfant, forcément, elle est heureuse d'accoucher un enfant, même si elle souffre. Et puis après, bon, quand l'enfant va naître, c'est la mère qui va choisir de mettre l'habit à l'enfant. Tu t'habilles en rose, en vert, c'est pas toi qui décides. Quand tu seras petit, même tes coiffures de cheveux, c'est pas toi qui les fais, ça vient de ton père et de ta mère, tu es encore trop petit pour décider. Et je prends souvent un exemple en disant qu'il y avait une maman qui aimait beaucoup sa fille, et elle trouvait qu'elle était vraiment belle et mignonne quand elle était habillée en jupette verte. Alors sa mère lui achetait une jupette verte, elle a fait toute son école primaire en jupette verte. Et alors au quartier même on l'appelait jupette verte, parce qu'elle était toujours en jupette verte, et sa mère était très contente de voir sa fille, sa petite poupée en jupette verte. Et puis alors, lorsqu'elle passe le CEPE, elle a réussi très bien, et sa mère lui offre encore 2 nouvelles jupettes vertes pour quand elle parte en 6e. Alors là, sa fille commence à lui dire que maman, comme tu vois là, à partir d'aujourd'hui, déjà au quartier, on m'appelle jupette verte. Si toi tu aimes les jupettes vertes, garde les jupettes vertes pour toi, mais moi je ne veux plus de jupettes vertes. Tout ça pour expliquer, vous voyez que quand la maman met une jupette verte à sa fille, c'est pas pour lui faire du mal. Elle pense que c'est bien pour elle. Mais elle s'aperçoit au bout d'un moment que sa fille, en grandissant, n'a pas les mêmes désirs qu'elle. Et maintenant, si la mère est intelligente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lui dire, chérie, excuse-moi, allons marcher, tu vas acheter les habits que tu veux, il n'y a pas de souci, viens, comme ça tu choisis ce qui te plaît. Si maintenant la mère est un peu dure, elle va dire, ah, tu vois, moi, à mon âge, c'était comme si, hein. Et voilà, le conflit qui va commencer. Et ce sont des choses, il faut que les parents arrivent à comprendre aussi que lorsque l'enfant commence à devenir adolescent, il a des désirs qui sont les siens, qui ne sont pas ceux des parents. Et forcément, il va déjà y avoir une opposition déjà entre les parents et les enfants par rapport à ce que l'enfant veut. Vous avez des parents qui veulent que leur enfant devienne avocat, devienne médecin. Ton fils, toi, il veut devenir mécanicien moto. Mais tu dis que dans ma famille, il n'y a pas de mécanicien moto. Nous, on est tous des gens qui avons des gros diplômes et on est tous des gens qui avons des gros salaires et des grosses maisons. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta mécanique moto? Mais tu dois laisser ton enfant décider de faire la mécanique moto si c'est ça qu'il aime. Et il faut au bout d'un moment que, forcément, ce conflit de génération, alors, il est là. Alors, tu as déjà l'enfant lui-même qui ne veut plus la jupette verte, qui veut devenir mécanicien moto, les parents qui sont déjà un peu en opposition. En plus de ça, la puberté arrive, comme dit MC. Et avec la puberté, moi je me souviens, c'est un élève qui m'avait dit que mon père, depuis que la puberté est arrivée là, j'ai déjà envie de sexer avec les filles. Je lui ai dit, c'est pas parce que la puberté est arrivée que tu as envie de sexer avec les filles, c'est parce que ta tête est sale. Tu as marché avec des gens qui t'ont dit des choses bizarres. Parce que tu peux très bien passer une puberté sans avoir l'intention de sexer avec une fille. C'est parce que tu as regardé la pornographie et que des mauvaises compagnies sont là autour de toi que tu as commencé à avoir des désirs bizarres. Et maintenant, donc, quand tu es au lycée, au collège, on a vu, les mauvaises compagnies, il faut faire attention. Mais maintenant, toi, tu vas aussi, ton chef de classe, là, en classe de 3e, il est gentil comme tout, son père habite à Bastos, il n'y a pas de souci. Et puis, comme c'est son anniversaire, on organise une grande fête, donc week-end, le samedi, on vous attend tous là-bas. Et ton père, quand tu demandes à ton père, papa, est-ce que je peux aller à Bastos, là, chez l'anniversaire du chef de classe? Il dit, je t'ai envoyé à l'école pour aller aux anniversaires, je t'ai envoyé à l'école pour que tu aies ton BEPC à la fin de l'année. Rentre dans ta chambre, travaille. Et alors tout le monde fait la fête le samedi, tu arrives le lundi matin au lycée ou au collège, et comme par hasard, tout le monde se dit « Oh ouais, la fête était bonne, c'était bien », toi tu es dans ton coin, pourquoi? Parce que ton père et ta mère ne t'ont pas donné l'autorisation d'aller, alors que tous les autres parents ont donné. Et forcément, conflit entre tes parents et toi. Et maintenant, forcément, donc, puisque tu boudes un peu avec tes parents, et puis qu'il y a quand même la puberté qui arrive, les caractères secondaires de la sexualité, cette transformation, ben, au bout d'un moment, tu sais plus qui tu dois écouter et ce que tu dois faire. Et l'influence de ceux qui sont autour de toi à l'âge de l'adolescence est très très importante. Et c'est pour ça que là, c'est absolument capital de faire des choix. Je vous rappelle, c'est un grand éducateur qui disait que la vie d'un homme ou la vie d'une femme dépend de 2 ou 3 oui, ou de 2 ou 3 non, prononcés on dit entre 16 et 18 ans, ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai dit prononcer au moment de l'adolescence. Et au moment de l'adolescence, il faut que toi-même, tu sois capable de prendre ta vie en main. C'est vrai qu'à l'adolescence, tu n'es pas encore adulte. C'est pas encore toi. Tu es encore relatif à tes parents. Mais il faut déjà que tu sois capable de savoir, est-ce que je suis pour la fornication ou est-ce que je suis contre la fornication?
Est-ce que je suis pour le mensonge ou est-ce que je suis pour la vérité? Et c'est très important au moment de l'adolescence que toi-même tu fasses tes choix. Alors, si tu choisis la virginité, l'honnêteté, d'être un bon catholique, un bon chrétien, forcément, on va se moquer de toi. Mais c'est pas grave qu'on se moque de toi. L'important, c'est que tu réussisses ta vie. Et je crois que c'est tout ça qui est présent dans ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Hein. Et vous les jeunes, c'est vrai que les parents peuvent être un peu énervants. Quand ton père te dit ne va pas en boîte, quand ton père te dit ne va pas à la fête, quand ton père te dit ne va pas, ne va pas, ne va pas, forcément tu trouves que ton père est dur alors que les parents des autres laissent faire n'importe quoi. Mais moi je me souviens d'un jour où je me suis fâché énormément contre mon père. Je lui ai demandé si je pouvais aller en boîte avec mes amis et tout ça, il a refusé. Je suis entré dans ma chambre, j'ai vociféré quand je pouvais vociférer. Quand je m'en souviens aujourd'hui, ça me fait rire, mais à l'époque là, je pleurais. Parce qu'à mes 60 ans aujourd'hui, que je sois parti là-bas ou pas, ça change quoi ma vie, mes frères? Ça change quoi? Que les choses soient claires. Mais tu vas te fâcher avec ton père, qui te paye des études, qui s'occupe de toi, qui fait tout pour toi, pour une bêtise pareille. Mais ça n'a pas de sens. Au bout d'un moment, il faut savoir relativiser les choses et chercher ce qui est essentiel pour nous. Vas-y, MC, tu as encore quelque chose à ajouter ou pas? Mais sinon je continue. Hein. J'ai encore une petite histoire à raconter. Alors, j'étais à Dimako. Je faisais une semaine d'évangélisation à Dimako. Et faisant ma semaine d'évangélisation à Dimako, c'était un mercredi soir. Le mercredi soir, d'ailleurs, on en profitait pour la semaine d'évangélisation pour parler plutôt d'amour et de sexualité, puisque c'est le jour où les jeunes pouvaient venir, puisque le mercredi, c'était un peu libre. Et ce soir-là, j'avais parlé justement d'amour, de sexualité, de virginité jusqu'au jour du mariage, toutes relations sexuelles précoces, tout ça. Et à la fin, il y a une fille qui est venue me voir. Elle était universitaire à Gaoundéré, en classe de 3e année. Et elle vient me voir, elle me dit, mon père, est-ce que je peux causer avec vous? Je dis, il n'y a pas de souci, je suis un peu libre là. Elle me dit, mon père, je vais vous raconter comment j'ai perdu ma virginité. Elle me dit, mon père, quand j'étais en classe de terminale, donc il y a 3-4 ans, j'étais la seule fille vierge de ma classe. Alors, un jour, j'avais raconté ça dans une classe, et puis les élèves me disaient, mais comment mon père a su qu'elle était la seule fille vierge de sa classe? Alors, entre vous, vous connaissez les gars, vous n'allez pas me tromper, hein, que les choses soient claires. Et tu connais la fille qui sort avec le professeur, l'autre qui sort avec tel, l'autre qui a son sponsor qui vient la chercher, et puis celle qui défend la virginité et celle qui ne défend pas la virginité, hein, on se connaît, clair. Et donc, elle reconnaît, elle, qu'elle était parmi les filles qui étaient sérieuses, elle avait reçu une éducation chrétienne, et elle voulait vivre la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Mais comme la pression de sa classe, tout le monde était déjà un peu voyou et bizarre du côté de la sexualité, ben, elle a commencé à baisser la garde et au bout d'un moment, ben, elle a trouvé un Joe quelque part là, avec qui elle a sexé. Et elle me raconte comment elle a perdu sa virginité avec ce gars-là. Hein, et elle te raconte ça en pleurant, en reconnaissant qu'elle a eu tort, en reconnaissant que ses camarades de classe sont trompés. Elle m'a dit, mon père, après avoir eu des rapports sexuels avec ce garçon, je me suis promis, juré que je n'aurais plus de relations sexuelles jusqu'au jour où je vais me marier. Elle était maintenant en 3e année à l'université, et elle me dit, mon père, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de rapport sexuel, et j'attends maintenant simplement celui qui sera mon époux pour lui donner mon corps. Tu vois, tous ces exemples sont des exemples qui sont importants, et qu'il faut que nous puissions comprendre. Parce que vous voyez, tout ce qu'on vous dit ici, là, que soit MC, que soit moi, ou ce que vous dit Jésus-Christ, ou les Saintes Écritures, mais tout ça, c'est pour notre bonheur. Et c'est toujours la même chose, Deutéronome 30:15. Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qui choisit? C'est toi. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont choisi les partouzes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont choisi de voler. Il y a des jeunes qui ont choisi de tricher. Il y a des jeunes qui ont choisi la virginité, qui ont choisi d'être honnêtes, qui ont choisi d'être des bons enfants envers leurs parents. Et maintenant, le choix, il revient à toi et à toi seul. Et maintenant, ça ne sert à rien, toi, de tromper pour commencer à faire n'importe quoi et à commencer à vouloir vivre comme tout le monde. Moi, je me souviens un jour aussi, j'ai eu de la chance, hein, parce que on était au village. Au village, je ne sais pas si j'avais 12-13 ans, peut-être 14 ans. J'avais un vélo. Et on discutait avec des élèves dans une salle de classe. Et je leur disais que moi, habituellement, quand je passe le stop, là, je ne m'arrête pas. Je fonce le stop comme ça. Hein. Ils m'ont dit, montre-nous, montre-nous. J'ai pris le vélo. Et j'ai brûlé le stop sans m'arrêter. Si une voiture passait, je serais mort ce jour-là. Et tout ça, c'est quoi? C'est à cause de l'influence de ceux qui sont autour de toi. Tu deviens bête et idiot parce que vous faites des paris qui n'ont ni queue ni tête. Ça ne sert à rien. C'est exactement ce qu'a fait Hérode lorsqu'il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Il a commencé à donner sa parole en disant « Ah, je te donnerai tout mon royaume. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. » Il a eu honte de dire « La tête de Jean-Baptiste est plus importante que mon royaume. C'est pour ça que je ne te donnerai pas la tête d'un homme. Parce qu'un homme est plus que tous les biens qu'on peut avoir. » Et de temps en temps, même si tu as donné ta parole à quelqu'un pour des choses bêtes, reprends ta parole et reconnais que tu as eu tort, c'est tout. Ça ne coûte rien.
8h30, la nouvelle du jour, d'abord je vous la donne, c'est que vendredi soir à 21h, nous avons une nouvelle émission sur la 100.3 avec notre sœur Laurence. Et sinon, nous sommes avec MC, nous discutons sur donc l'éducation, comme on l'a dit, notamment le lien entre les parents et les enfants. Parents, n'irritez pas vos enfants.